tous. Excusez-nous pour le retard. Ce soir, on va parler de l'avenir de la direction financière face à l'intelligence artificielle. Je vais laisser nos intervenants se présenter. Alors, je vais commencer par la droite, comme ça je bifurque le micro sur la gauche d'Armand. Je suis Grégory Mignon, je travaille chez Use, je suis senior product évangéliste, c'est-à-dire que je suis expert et consultant en démat, et j'accompagne donc les cabinets d'expertise comptable, les entreprises, nos partenaires sur la dématérialisation et l'automatisation des processus. Ça fait 6 ans à peu près que je suis chez Use, donc je connais bien cet univers, et on l'a vu évoluer également. C'est aussi l'objet du thème, et de pouvoir vous en parler avec ce retour d'expérience que j'ai sur cette partie outils d'automatisation. Juste pour cibler, Use, c'est une société qui est née en 2010, donc elle a déjà 12 ans d'existence. En 2010, c'était les balbutiements de l'automatisation, si on peut dire, en tout cas dans le cloud. Et on a lancé Use parce que le cloud était suffisamment mature à cette époque-là pour proposer des offres de services, parce que jusqu'à alors, il fallait installer des logiciels, il fallait parfois investir dans des serveurs, du stockage. Et cette époque a été révolue quand l'Internet a été suffisamment mature. Internet, on va dire, Internet, ça fait un peu vieillot. Mais quand Internet était suffisamment mature, on a lancé effectivement notre offre cloud. Et ça marche plutôt bien aujourd'hui, puisqu'on est une société française, on est entre Nîmes et Montpellier. Donc j'ai pris le train, c'est pour ça que j'ai couru un peu. Donc désolé pour les petites minutes de retard. Mais on a fait en plus un séminaire ce matin avec Doc Finance sur le web. Et l'idée, c'est effectivement de proposer des services et d'externaliser nos services dans tous les pays. Donc aujourd'hui, on a 50% de croissance. Donc ça montre quand même que c'est un sujet qui est en vogue. Et on est même présent aux États-Unis. On a ouvert des bureaux au Texas. Et on a pas mal de Français qui vont travailler là-bas. Alors j'avoue que le visa est dur à obtenir, surtout sur l'administration Trump où ça a été un peu compliqué. C'est un peu plus facile avec Biden, enfin un peu plus tolérant on va dire. Mais c'est dur d'être français et de travailler là-bas, en tout cas sur une longue période. Mais voilà, on est fiers en tout cas d'avoir cet accompagnement-là pour nos expatriés et de proposer donc une solution qui aujourd'hui se généralise. Voilà, je vais laisser la main peut-être à Armand pour se présenter également. Partagez, ok. Comme ça, si tu n'es pas d'accord, tu pourras me contredire. Très bien. Armand Angéli, moi j'ai quelques décennies d'expérience dans la finance au sens large. Donc j'ai été directeur financier, mais j'ai aussi été responsable de fonctions telles que les centres de services partagés financiers. J'ai fait de l'audit externe, interne, et j'ai fait aussi pas mal de sociétés qui aidaient les entreprises à transformer les fonctions finance. Voilà. Et donc j'ai travaillé pour des petites boîtes telles que dans l'ordre IBM, GE, PwC, Grant Thornton et HP, dans toutes ces fonctions. Et fort de ces expériences dans ces entreprises, alors plutôt au niveau international, eh bien maintenant j'anime le réseau des directeurs financiers qui veulent échanger entre eux sur les thématiques de la transformation de la fonction finance, l'automatisation, la robotisation, que ce soit donc en France ou au niveau international. Voilà. Quel parcours. Je suis petit à côté. Très bien, et merci beaucoup. La conférence va se passer en plusieurs sous-thèmes. Au total, ça va durer 45 minutes et on prendra 15 minutes pour poser les questions. On va pouvoir commencer sur le premier thème, la définition de l'IA et pourquoi l'IA. Du coup, voilà, je vais laisser peut-être la parole à Armand qui connaît bien la définition de l'intelligence artificielle, et puis on pourra débattre. En fait, on dit beaucoup de choses sur l'IA, on y met tout ce qu'on veut. Il faut vraiment faire attention parce que l'IA, c'est pas compliqué. C'est tellement peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'IA, en fait. Il n'y a pas de machine qui va nous remplacer ou qui va remplacer les financiers. En fait, il ne faudrait pas parler d'intelligence artificielle, mais d'intelligence augmentée. Okay. Alors pourquoi ? En fait, l'IA, parce que malgré tout, on parle de ça, l'IA, ça consiste à automatiser de façon plus ou moins intelligente des fonctions qui sont faites, des activités qui sont faites par des hommes et des femmes. Et donc, il y a tout un niveau, il y a toute une gradation dans l'IA, telle que vue par les financiers. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les robots logiciels, RPA, Robotic Process Automation. Et c'est les robots bêtes et méchants qui ne font que remplacer ce que fait une personne sur son clavier, plutôt que de faire la même chose
à longueur de journée sur son clavier, on écrit une espèce de macro. Ça s'appelle un robot logiciel. Voilà. Bon, cela dit, le robot, il est bête et méchant. Donc, quand il y a des exceptions sur les actions à faire, eh bien, le robot s'arrête ou il devient fou. Et donc, ce qu'on fait pour faire en sorte que ce robot soit vraiment utile, c'est qu'on lui adjoint des fonctions qu'on appelle improprement des fonctions d'intelligence artificielle, par exemple des fonctions de reconnaissance d'images. Donc ça s'appelle du computer vision. Quand on veut automatiser une tâche et que les données se trouvent dans des images, eh bien le pauvre robot, il ne sait pas quoi faire. En revanche, si entre les deux, on met un outil de computer vision qui va aller voir dans l'image et qui va sortir la donnée, eh bien, le robot pourra l'extraire, c'est-à-dire qu'on va structurer les données. Voilà. Donc, des outils d'IA, j'ai parlé de computer vision, on peut parler d'outils de natural language processing, c'est-à-dire qu'on sait reconnaître le langage naturel, on sait aller voir dans le langage écrit ou parlé ce qu'il y a dedans pour en sortir donc, les données intéressantes. On peut aller aussi voir dans des documents plus ou moins compliqués, mais ça c'est la partie de mon ami qui va vous en parler plus. Donc il y a des outils très simples qu'on va aller analyser à travers des outils qu'on appelle toujours des outils d'OCR, Optical Character Recognition, mais ça c'est le BABA, c'est très simple, c'était il y a 10-15 ans, mais ça c'est plus suffisant parce que les factures, les documents sont beaucoup plus compliqués. Donc maintenant on parle d'outils d'IDP, Intelligence Document Processing, et tout ça, ça fait appel donc, à l'IA. Je vais arrêter là pour la liste des outils, mais ce qui est important à savoir, c'est que ces outils, ils sont basés sur le big data. C'est quoi le big data? Ce sont des occurrences qui se répètent très souvent et dont on sait déterminer le contenu avec un certain niveau de probabilité. Voilà. Et donc, et ces outils, donc quand tout à l'heure je vous parlais de computer vision, on n'est pas sûr que ce qu'on a vu c'était un chat, mais il y a de grandes chances que ce soit un chat. Voilà. Et c'est ça, ce sont ces outils donc, basés sur les probabilités. Voilà. Donc l'IA, c'est un outil à notre disposition pour nous aider à voir des choses qu'on ne saurait pas reconnaître rapidement. Donc la machine reconnaît parce qu'on lui a dit 56 000 fois ce qu'il y avait dans la donnée, voilà, dans l'image. C'était un peu long, mais bon. Ouais, c'était un peu long, mais c'était passionnant. Ah bon donc, non, mais ça va. J'aimerais que tu me dises, mais non, c'est intéressant, on continue. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais envie d'intervenir, c'est pour ça. C'est pour ça que tu as un deuxième micro. Non, mais c'était intéressant, je voulais pas interrompre. Je te laisse parler 5 minutes, pas plus. Non, mais t'inquiète pas. Non, pour dire, effectivement, pour compléter les propos d'Armand, l'intelligence artificielle, si on résume, c'est de simuler un petit peu l'humain. C'est-à-dire, je vais avoir un document et je vais savoir quoi en déduire. Donc nous, par exemple, si on le transpose aux outils qu'on propose aux utilisateurs et aux entreprises, c'est dire, comme disait Armand, j'ai de l'OCR. Donc c'est-à-dire que je vais reconnaître du texte, je vais extraire le texte. Maintenant, extraire le texte seul, ça ne suffit pas. Sinon, ça me permet de faire des recherches bêtement dessus et c'est tout. Et quand on met de l'intelligence artificielle, c'est de dire, voilà, je vais raisonner avec un algorithme et je vais dire, un sirène, par exemple, ça ressemble à 9 chiffres, c'est composé de telle manière, une date de facture composée de telle manière, un montant TTC également. Donc je vais être capable, par déduction, comme l'humain en fait, de le déduire. Donc c'est en ça qu'on parle effectivement d'IA et qu'on le transpose, nous, sur nos outils. Après, on va avoir du machine learning. Le machine learning, c'est le fait de dire, voilà, l'utilisateur va rentrer des données sur un fournisseur, par exemple, qui l'enregistre. Eh bien, ces données-là, je les assimile vis-à-vis de ce fournisseur et je vais les reproduire automatiquement. Je vais être capable, grâce à l'IA, de reconnaître qui c'est. Et comme l'utilisateur m'a indiqué ce qu'il souhaitait comme données, je vais les reproduire. Et là où ça va être intéressant, c'est que je vais automatiser des tâches répétitives que l'humain pourrait faire, mais qui n'apportent pas une grosse valeur, parce que je n'ai pas un gros travail d'intelligence à faire derrière. Et c'est là où, effectivement, Armand disait que l'intelligence artificielle, c'est peut-être un peu galvaudé. Ça ne va pas remplacer l'humain. Ça va aider l'humain, ça va l'assister sur des tâches peut-être un petit peu basiques, mais sur des tâches un peu complexes, c'est un peu plus compliqué. On le trouve, effectivement, sur du trading, sur des choses comme ça. Mais on est à ce moment-là dans ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire que les données effectivement, que je vais récupérer dans le big data, dans la grosse source de données que j'ai collectée, qui est à ma disposition, je vais l'analyser
Et plutôt que de faire bêtement du machine learning, c'est-à-dire reproduire ce que l'utilisateur m'a indiqué, je vais voir toutes les correspondances et puis je vais pouvoir proposer des choses, faire de la prédiction. Donc là, on rentre dans un autre niveau de granularité. Mais deep learning et IA, c'est un peu pareil, hein, ça se rejoint en fait. Le deep learning, c'est de l'IA, le machine learning, c'est bêtement de la reproduction de données qu'on saisit. Voilà pour les explications, mais c'est un sujet qui est passionnant, on pourra en parler beaucoup. Hein. Vous voyez, même moi, je crois que j'ai parlé beaucoup, mais voilà. J'étais un peu long. Hein. Ouais. Très bien, merci. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur quel est l'impact de l'IA sur les métiers, comment les métiers évolueront. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors justement, comme on a essayé de vous le dire, on regarde ce que fait une personne à longueur de journée, et il y a des tâches qui sont vraiment répétitives. Et donc on fait en sorte qu'avec ces outils de RPA, d'IA, eh bien, on enlève la partie robotisable, automatisable de ce que fait la personne, pour que la personne puisse se concentrer sur des tâches plus intéressantes. Donc l'impact sur les métiers, déjà, c'est qu'une personne va arrêter de faire des choses bêtes et méchantes à longueur de journée. Voilà. Donc ça, donc le job sera plus intéressant pour la personne. C'est l'impact le plus important. Et on peut déjà le dire ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'impact n'est pas tel que le job de la personne va disparaître. Hein, donc on peut déjà le dire maintenant. Quand on regarde ce que fait une personne qui est robotisable, ça correspond à 10-15% de ce que fait une personne en moyenne. Hein. Ce qui veut dire que quand vous enlevez 10-15% des tâches d'une personne, la personne est toujours là. Okay. Donc il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on a entendu, il n'y a pas de charrette de personnes qui vont être virées parce qu'on met en place de la RPA ou de l'IA. Voilà. Ça, c'est l'impact. Donc, les jobs sont plus intéressants. Les jobs sont toujours là. Donc, ça, c'est les principales choses. Mais je pourrais rajouter. Vas-y, continue. Je sens que tu t'es arrêté volontairement à cause de moi. Mais n'hésite pas à reprendre la parole. Ce que dit Armand, c'est intéressant. C'est effectivement... Alors, ce matin, on faisait un webinaire sur la pénurie des talents, la guerre des talents. Effectivement, on a du mal à recruter. Les entreprises ont du mal à recruter. Donc, ces jobs-là, qui n'apportent pas réellement quelque chose à l'entreprise, c'est-à-dire saisir des valeurs identiques systématiquement, etc. Si on peut le robotiser et récupérer des talents qui, comme vous, peut-être avaient des compétences bien plus importantes que ça, eh bien, on va focuser sur ces compétences-là. Et ça se traduit comment? Par exemple, je ne sais pas, Isabelle qui a la compta, qui saisit tout le temps des informations, l'outil va lui permettre de faciliter le traitement puisque ça va intégrer la compta pour elle à sa place. Donc ça veut dire qu'elle va gagner du temps, et notamment sur les clôtures fiscales, par exemple, elle va être plus rapide et elle va être exhaustive. Là où ça va avoir de l'intérêt également, c'est que ça va permettre aux entreprises d'avoir des données en temps réel. C'est-à-dire que la facture, une fois qu'elle arrive, contrairement à avant, elle arrivait au service courrier, on l'ouvrait dans les anciennes générations, on l'amenait sur le bureau du directeur, il validait, ça passait à la compta, ou ça passait à la compta avant d'aller chez le valideur pour payer. Ça passait de bureau en bureau, c'était lent, c'était pas efficace. Et aujourd'hui, ça permet de gagner du temps, puisqu'on va, en un clic, en fait, avoir la visualisation de la facture, la récupérer immédiatement, puisqu'on est capable d'aller collecter les factures dès qu'elles sont disponibles. Et ça permet à l'entreprise d'avoir sa vue de trésorerie en temps réel. C'est-à-dire que je suis capable de savoir en temps réel ce que j'ai dépensé. Je suis capable de savoir ce qui va rentrer, de faire des prévisions budgétaires, de me projeter au niveau de ma trésorerie sur l'année d'après, et ça en temps réel. Et on voit que, du coup, les métiers changent un peu, et on va s'orienter effectivement sur l'optimisation de coûts, sur du cost killing, surtout dans des périodes actuellement où les matières premières sont en hausse. On a beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Il faut avoir aussi des relations qui sont saines avec les fournisseurs avec lesquels on travaille. Et donc pour ça, il faut pouvoir avoir une relation qui est cohérente, donc payer dans les temps, par exemple, ça fait partie du b.a.-ba. Et puis pouvoir également scorer ses fournisseurs ou scorer ses clients. C'est-à-dire, est-ce que ce fournisseur, il me livre en temps? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que je peux continuer à travailler avec lui? Quand je travaille avec des clients, est-ce qu'ils me payent dans les temps également eux-mêmes? Est-ce que ce client qui est nouveau, il est solvable? Je vais avoir, comme disait Armand, des grosses bases de données, du big data, et je vais pouvoir, avec des outils, aller voir s'il est fiable ou pas. Et est-ce que je peux travailler avec lui sur des gros projets ou pas? Donc on voit que les outils aident, effectivement, oui. Comme tu disais. Alors justement, on peut aussi rajouter sur l'impact sur les fonctions. En fait, on ne peut pas automatiser, robotiser ou mettre de l'IA sur des fonctions qu'on ne connaît pas. Avant même d'automatiser, il faut aller analyser
ces fonctions, bon, ces processus en fait. Et la beauté de ces outils, c'est qu'ils forcent la revue des processus, donc la simplification des processus, la standardisation, et parfois on se pose des questions, mais pourquoi je fais ça depuis 15 ans? Donc je vais arrêter de le faire. Donc en fait, le fait de vouloir automatiser, de robotiser, de mettre de l'IA, ça impose la revue des processus, la simplification, et le fait même de faire ça, c'est là où on gagne finalement de l'argent, parce qu'on arrête de faire des choses qui sont inutiles. Voilà. Donc ça, c'est la beauté. Donc non seulement les jobs sont plus intéressants, mais les fonctions sont plus efficaces. Voilà. Pas mieux. Alors là, on a parlé des fonctions, mais on pourrait aussi parler des profils. Tu l'as un peu dit. Hein. Tu voles son job, là. Et bien justement, est-ce que vous pourriez nous sensibiliser sur les outils un petit peu pour savoir si les gens connaissent ou pas, développer cet aspect-là? Alors, en fait, ces outils, quelque part, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des outils logiciels. Donc, on a besoin d'avoir une certaine fibre informatique, technique, pour mettre en place les outils et les utiliser. Donc, ça veut dire que les comptables, les financiers doivent être un peu geeks. Mais en fait, on l'est tous plus ou moins, surtout les jeunes. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, les profils, maintenant, sont des profils mixtes. Soit des informaticiens qui passent à la finance ou dans les métiers, ou l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des profils. Et on parle aussi maintenant, parce qu'on traite des données, on parle aussi de data scientist. J'ai failli le dire. Ouais, je te laisse en parler, parce qu'en fait... Non, mais c'est intéressant. Mais... Oui, non, mais en fait, on parle... Donc, il y a les comptables, les financiers qui deviennent un peu geeks, ou inversement, mais il y a aussi... alors, je vais revenir un peu en arrière. Ces outils, on peut vraiment bien les mettre en place que si nos processus ont bien été revus. Mais ces outils, ils vont aller utiliser des données en quantité. Et ces données, si elles ne sont pas en quantité, mais si elles ne sont pas non plus de qualité, on ne peut rien en faire parce qu'on va aller automatiser des choses qu'on voit arriver, mais qui sont vraiment disparates. Donc il faut vraiment retraiter les données pour qu'on puisse bien automatiser. Et pour aller retraiter, nettoyer ces données, eh bien, on a créé des postes qui s'appellent des postes de data engineer ou des data scientists qui vont mettre en forme les données pour qu'on puisse ensuite les traiter. Oui, exactement. Même chez nous, d'ailleurs, on a un poste de data scientist qui n'existait pas quand je suis rentré, moi, chez Use, il y a quelques années. Effectivement, devant la profusion des données, aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire quelque chose de qualitatif. En fait, les données, c'est de l'or pour l'entreprise. C'est-à-dire, si vous êtes capable de manier ces données de manière optimisée, vous allez faire gagner de l'argent à la boîte parce que vous allez être capable de pouvoir prédire des choses, de pouvoir anticiper, de pouvoir créer des stratégies. Et ces données, effectivement, quand elles sont brutes, elles servent à rien. Il faut quand même quelqu'un derrière qui va les retravailler. D'où effectivement la création de nouveaux postes qui n'existaient pas. Un data scientist ça en fait partie. Et ça va permettre effectivement de permettre à la société d'être plus compétitive grâce à des données qu'elle n'avait pas auparavant en temps réel, puisque maintenant on a des outils qui permettent d'avoir ces données qui avant il fallait les récupérer, il fallait mettre dans un tableau Excel, c'était compliqué. Donc là c'est l'outil qui le met directement dans le tableau Excel. Vous pouvez faire vos pivots, vous pouvez faire vos analyses, vous pouvez les mettre dans des outils de BI, puisqu'on peut interopérer les outils entre eux aujourd'hui. Et donc, vous allez pouvoir avoir effectivement des outils de business intelligence avec des outils financiers comptables, avec des outils achats, et pouvoir avoir une sphère comme ça qui permet de contrôler toute la finance qui est chaînée, qui est réalisée en maillon. Et on a même des outils, par exemple, qui vont aller analyser les emails de complaintes reçus et qui va analyser ce qu'il y a dedans et va répondre aux emails. Donc, et ça, ce sont des tâches réparbatives pour quelqu'un qui est dans un centre de contact. Mais vous mettez le bon logiciel, eh bien, il répondra pour vous. Donc voilà, donc les jobs, les fonctions sont plus intéressantes. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la table ronde précédente, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient dans la table ronde audit interne, audit externe, grâce à tous ces outils, alors qu'avant, les auditeurs internes et externes travaillaient sur des échantillons d'activités pour aller revoir la qualité du travail ou
la compliance, la conformité des processus. Maintenant, on va pouvoir, avec ces outils, aller voir 100% des données. Ce sont des logiciels qui vont aller analyser ce que vous avez fait, ce qu'il y a dans ce que vous avez déclaré, dans ce que vous avez mis dans votre outil comptable, et que ce soit chez vous d'ailleurs, ou le fisc. Le fisc utilise tous ces outils pour aller analyser ce que vous déposez chez eux en matière de comptabilité. Donc ces outils, c'est vraiment la révolution en matière de job d'audit interne, d'externe, mais aussi pour le fisc qui vous tombe dessus voilà, si vous avez mal fait les choses. Ça soulève aussi un autre point qui est qu'en 2024, on va arriver avec la facture électronique sur les grandes entreprises. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Certains, oui. Levez la main, ceux qui connaissent la facture électronique. Ah ouais, c'est bien. Ah, vous êtes quand même informés, c'est bien. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, l'idée c'est que l'administration fiscale a mis en place, à travers une loi finance, avec un décret qui vient d'être publié, qui fixe les modalités, le fait qu'au 1er juillet 2024, toutes les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre au format facture électronique. On ne pourront plus envoyer des factures papier, ou comme c'est le cas pour Bouygues, Orange, SFR, etc., de mettre à disposition la facture sur un espace fournisseur. Ça devra être envoyé directement à l'administration et ce sera mis à la disposition de l'entreprise cliente. Donc ça veut dire que l'administration connaîtra en temps réel les informations fiscales et avec des outils, effectivement, vont pouvoir extraire les informations et connaître le taux de fiscalité immédiatement, l'imposition immédiatement, la TVA à collecter immédiatement. Et ça, on ne pourra plus passer au travers des mailles du filet. Et donc, ça va généraliser en 2026, puisque ça va faire par étapes, grandes entreprises, moyennes, petites entreprises, et après micro-entreprises. Et l'idée, c'est qu'à terme, tout le monde ait des outils justement informatisés pour récupérer ces factures électroniques sur le portail de l'administration. Mais on voit que même l'administration se modernise avec les outils qui vont bien, parce qu'il y a tellement de fraude à la TVA qu'il y a des milliards à récupérer. Mais dans un autre temps, ça va permettre d'avoir des fonctions en finance plus réactives. Vous allez avoir les factures en temps réel. Le fournisseur ne pourra pas dire qu'il n'a pas envoyé et vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas reçu, puisque ce sera l'administration, on sera témoin de l'envoi et de la réception. Donc ça va également permettre d'avoir une meilleure relation au niveau trésorerie entre fournisseurs et clients, puisqu'à cause du Covid, on a vu qu'il y a eu des problématiques de gestion justement des factures où les personnes n'avaient pas les outils, devaient se déplacer dans les bureaux quand ils pouvaient récupérer les factures qui étaient envoyées papier et ne payaient pas dans les temps. Il y a des sociétés comme ça qui ont mis la clé sous la porte. Donc ça va être également une manière d'anticiper ces problématiques-là. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'aurais une prochaine thématique à vous proposer, c'est comment démarrer une nouvelle carrière et quel est l'avenir de l'IA, du coup, dans la direction financière et le milieu de la finance. Alors, la beauté de ces choses, c'est que comme c'est nouveau, les carrières démarrent pratiquement de zéro. Et moi, ça me fait marrer parce que parfois, je vois des offres de job où, pour aller faire de l'automatisation ou de la mise en place de RPA, où l'employeur demande expérience RPA de 10 ans. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, si, chez nous, ça existait, Armand. Oui, mais c'était pas appelé RPA. Il y a des workflows, il y a des circuits de validation. Alors, quand Armand dit RPA, juste pour illustrer, par exemple, dans notre outil, l'idée, c'est de dire, voilà, quand la facture est comptabilisée, il y a un workflow, il y a un circuit de validation. Et l'outil, on va lui dire, voilà, si c'est du marketing, tu l'envoies au directeur marketing, et comme ça, il le valide, il a la facture sous les yeux sur l'ordi, et il clique, il valide. Donc l'idée, c'est de gagner du temps pour toutes les personnes qui auront à valider des factures. Ils n'auront plus à signer un document ou à savoir, voilà, ce sera directement sur le clic. Et donc, on a intégré du RPA. Alors, c'est peut-être pas au sens qu'Armand l'entend, c'est un RPA un peu plus léger, mais on avait intégré en 2010 cette notion, en tout cas, juste pour vous familiariser avec. Mais j'ai vulgarisé, du coup. Non, mais disons que ces outils sont assez récents, et si on regarde les trois leaders en matière de RPA et d'automatisation en général, c'est UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere. Ils ont, on va dire, les 5-7 ans d'existence. Vraiment. Donc, comme c'est nouveau, la RPA, l'IA, tous les outils qu'il y a derrière, eh bien, on peut démarrer une carrière de zéro. On n'a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles. On peut aller se former, par exemple, sur le site de ses fournisseurs, parce que comme il y a une certaine concurrence, eh bien, ils veulent tous montrer qu'ils sont les meilleurs. Donc, ils mettent à disposition des formations gratuites d'1 heure, 2 jours, 2 mois. Et donc, vous téléchargez, puis vous apprenez. Et puis,
Et puis quand vous avez monté vos propres robots, eh bien, que vous allez expliquer ça à un employeur, eh ben, vous serez plus facilement pris. Donc actuellement, on peut démarrer des carrières en démarrant de zéro pratiquement, ouais. avec ces outils-là. Voilà. Oui. Donc là, sur le RPA, effectivement, c'est encore une fonction nouvelle. Il y a le low-code, no-code aussi. Je pense qu'on dira un petit mot. Alors, on peut aussi en parler. Donc, on a parlé. Alors, RPA, peut-être qu'on va définir un peu mieux. Donc, je répète, la RPA, il y a un débat, le RPA ou la RPA, peu importe, c'est un acronyme anglais. Robotic Process Automation. C'est une macro qui consiste à singer ce que fait une personne sur son clavier. Hein. Donc, sur son clavier, vous prenez la donnée de votre écran en bas à gauche, vous allez la mettre dans un autre écran en haut à droite. Ça, c'est vraiment l'action physique. Hein. Et donc ça, vous pouvez le coder avec une macro. C'est pas de l'Excel, mais c'est une macro RPA. Voilà. Et ça, c'est... et donc, on achète un langage RPA, une licence RPA. C'est de l'informatique qu'il faut mettre sur son PC. Après, et on en parle de plus en plus maintenant, on a ce qu'on appelle low-code, no-code. Ça vous parle, ça? Ah, certains quand même, oui. Donc en fait, le low-code, low pour bas ou no-code, pas de code, en fait, ça évite à ceux qui ne savent pas programmer en Java, en Python ou autre, d'aller prendre des librairies de fonctions qui sont mises à disposition dans le cloud ou par un fournisseur. Et en fait, c'est comme du Lego. C'est-à-dire qu'il y a une fonction. Le petit Lego, il va dire ouvre l'email. L'autre Lego, il va dire va ouvrir Internet. L'autre, il va dire crée un lien, un workflow entre ces deux fonctions. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous parle parce que c'est du langage naturel. Hein. Et donc, vous pouvez créer des applications à partir de ces librairies de Lego ou en fait, ce sont des robots préprogrammés que vous mettez bout en bout pour créer toute une application. Voilà. Ça, c'est le no-code, c'est juste des librairies. Après, comme c'est pas si simple que ça, vous pouvez mettre autour du code Python, Java, etc. Et donc là, on appelle du low-code parce qu'on met un peu de code quand même. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Avant, on faisait des macros Excel, et maintenant, vous tous, là, vous allez tous y passer, vous allez tous faire, même sans savoir, vous allez faire du low-code, no-code. Ça s'appelait avant du VBA chez Microsoft. Et d'ailleurs, pourquoi je peux insister, c'est que jusqu'à présent, il y avait des fournisseurs de RPA, de low-code, no-code inconnus, dont j'ai cité 3 noms, mais maintenant, le deuxième plus gros, et peut-être qu'il sera bientôt le premier plus gros en matière de RPA et de ces fonctions un peu sophistiquées. Vous savez qui c'est? Microsoft. Voilà. Donc Microsoft a compris, donc Microsoft s'y met. Et donc et c'est pareil, on voit aussi les gros SAP, les gros Oracle qui s'y mettent. Voilà. Donc ça, vous allez tous y passer, mais donc low-code, no-code, c'est le mot un peu à la mode. Et puis je vais arrêter là. On met en parallèle de ça le concept de citizen development, c'est-à-dire qu'avant, quand on voulait développer, on appelait son IT qui vous disait ça va te coûter quelques millions et ça va prendre 3 ans. Donc maintenant, nous tous, on est ce qu'on appelle des citizen developers, c'est-à-dire qu'on peut faire un minimum de développement grâce à ces outils de low-code, no-code. Voilà. Et bon, après, il faut un certain contrôle et autres, mais ça, c'est donc ce qu'on voit passer. Donc RPA, les outils d'IA dont on a parlé, et low-code, no-code, dans le cadre donc, du citizen development. C'est excellent ce que tu dis sur low-code, no-code, et je pense que certains d'entre vous l'utilisent sans le savoir. Moi, j'utilise chez moi à titre personnel parce que j'ai Alexa, j'ai Google aussi, mais je crée des routines. C'est-à-dire, je lui dis le matin, voilà, quand je te dis bonjour, tu ouvres mes volets, et je déplace une petite action, ouvre les volets, tu me donnes les infos, elle me donne les infos. Et ça, avant, on aurait dû le coder, on aurait dû dire, voilà, je mets un langage informatique en place, et ça, c'est déjà pré-codé. C'est-à-dire, j'indique les actions que je veux, et ça les réalise, ça le code pour moi. Dans Use, on a un peu ça en place, effectivement. Je crée une action, j'indique l'action que je veux, et tout ça est robotisé, modélisé sous forme de code programmé, mais je n'ai pas besoin, effectivement, d'avoir des connaissances informatiques ultra développées. Et pour rejoindre ce qu'on disait, ce qui compte maintenant dans vos profils, c'est d'avoir de l'appétence technologique, alors pas forcément être complètement geek, mais avoir de l'appétence. C'est-à-dire que si vous êtes là ce soir dans ce séminaire, c'est que déjà vous avez de l'appétence. Vous avez envie de savoir
comment ça se transforme, comment la technologie s'intègre effectivement dans le métier. Donc ça déjà c'est un bon point, c'est-à-dire que vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes dans le profil que recherchent effectivement les entreprises. Ensuite, comme disait Armand, il faut se former. Donc par exemple, moi j'organise régulièrement des démos sur nos produits et je vois pas mal de monde qui s'inscrit à titre de veille. Donc inscrivez-vous sur des sessions de formation, enfin de démonstration en tout cas. Chez Use, on en fait régulièrement. Si vous venez me voir, vous pouvez venir me voir et je vous indiquerai effectivement comment vous connecter. Mais vous pouvez faire ces démos, vous pouvez même être certifié si vous allez plus loin et que vous voulez utiliser l'outil. Mais vous pouvez déjà commencer à vous familiariser avec l'univers de l'automatisation. Et ça vaut pour Use, ça vaut pour d'autres éditeurs. Hein. Mais l'idée, c'est de vous familiariser avec les outils. Parce que vous allez les rencontrer dans vos nouveaux métiers et parce que vous allez faire la différence en les connaissant quand vous allez rentrer dans la société. Et nous, pour les sociétés qui choisissent nos outils, c'est bien aussi parce que les profils qui cherchent des entreprises, elles ont parfois justement eu cette appétence-là, recherchent ces outils-là et vont sélectionner des entreprises qui le proposent. Parce que, comme disait Armand, c'est le futur en fait des postes, d'utiliser ces outils pour être plus efficace et plus productif. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous y mettre, parce qu'il y a un vrai besoin pour ces profils. Et ce qu'on voit, nous, c'est que les entreprises s'arrachent ce type de personnes. Et on voit des gens passer d'une boîte à l'autre. Alors peut-être un peu moins en France, mais par exemple en Europe de l'Est, pour 50 € de plus, les gens changent de boîte. Et bon, en France, c'est plutôt quelques milliers. Mais donc, il y a une vraie demande. Donc, vous pouvez vous y mettre. Et alors, la beauté aussi, c'est que tout ça, ça ne s'applique pas uniquement à la finance. Hein. On peut l'appliquer aux ressources humaines, on peut l'appliquer à la logistique, au marketing, à toutes les fonctions. Toutes les fonctions ont une partie automatisable, même l'informatique. Voilà, donc, allez-y. Et en plus, c'est intéressant, c'est nouveau, et ça peut rapporter gros. Oui, effectivement, oui, sur les profils, si vous avez les connaissances et compétences, vous pouvez les faire valoir effectivement sur les prétentions salariales. Donc c'est important effectivement d'accumuler des connaissances comme ça pour alimenter le CV et puis faire valoir cette connaissance qui peut être utile aux sociétés. Et d'ailleurs, les organisations n'ont pas toujours conscience. Donc c'est bien effectivement aussi de leur en parler et de montrer que vous êtes au courant de ce qui se fait et peut-être même être apporteur de conseils vers la société qui est visée ou vers la société dans laquelle vous allez travailler. Donc c'est bien d'avoir ça en tête effectivement. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut rester en veille. Ce n'est pas parce que vous allez apprendre le langage RPA de UiPath aujourd'hui que vous êtes tranquille pour 10 ans. Tout ça, ça change. Ça change rapidement. Donc il faut rester en veille, continuer à vous former. Et, voilà. Donc il y a des... Peut-être que le mot RPA va disparaître dans quelques années parce que Microsoft aura mangé tout le monde. Voilà. Mais, donc il faut rester en veille, il faut rester curieux. C'est ça. Tout à fait. Chez Use, on utilise automatisation pour vulgariser tout ça. Et ça intègre toutes les notions que vous avez vues aujourd'hui. Voilà, mais vous pourrez dire au moins que vous savez en granularité ce que ça intègre. Moi, j'ai une petite question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Quels seraient vos conseils pour les personnes ici présentes pour se familiariser le plus possible avec ces outils ? Encore une fois, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut choisir l'automatisation par rapport à une carrière d'expert comptable, etc. Donc il faut savoir si ça vous intéresse. Il faut avoir quand même une certaine appétence pour, je répète ce que Grégory a dit, hein, pour l'aspect technique, informatique. Voilà. Je pense qu'on l'a tous quand on est plutôt jeune. Mais et puis... Même vieux, hein, on peut l'avoir. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, en fait, je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début. Les entreprises où il y a le plus de robots, c'est les EDF, les SNCF et les autres. Est-ce que vous avez entendu parler de grève chez EDF ou SNCF parce qu'on a mis en place des robots? Non. En fait, les gens sont plus heureux quand on leur met en place des robots parce que leur travail est facilité, etc. Donc, voilà. Ils font juste grève pour les salaires. D'ailleurs, le 10, c'est un peu embêtant parce que, heureusement, le train est demain, mais pas le 10. Parce que le 10, c'est grève interprofessionnelle et la SNCF est en grève, d'ailleurs. Oui. Mais pas à cause des robots, hein, parce qu'il est pour les salaires. Donc, en fait, il faut avoir une certaine... Non, tout ça pour dire que ce qu'on a constaté, c'est que même à partir d'un certain âge, on pourrait dire ceux qui font la même chose depuis 15 ans, ils ne veulent pas changer. Eh bien, détrompez-vous.
même ceux qui ont l'habitude de faire des choses depuis longtemps, ils sont heureux de voir arriver les robots. Voilà. Donc, bien sûr, il y a toujours des récalcitrants, comme partout. Hein, mais bon. En fait, ce qu'il faut voir, ce qu'on en parlait encore ce matin, c'est que les jeunes générations, comme vous, vont avoir tendance à quitter l'entreprise plus facilement s'il n'y a pas les outils adaptés à votre utilisation. Si vous arrivez, on vous demande de faire des choses, il n'y a pas les outils, vous n'allez pas rester, parce que vous allez chercher une autre entreprise qui les propose. Les anciennes générations qui sont déjà en place, les 50, 60 ans, eux, ils sont là depuis tout le temps dans l'entreprise, ils n'ont pas envie de changer, ils n'ont pas les opportunités non plus pour le faire, hein, parce qu'à un certain âge, c'est un peu plus compliqué, et donc ils vont rester. Et ce n'est pas pour ça que c'est bien, au contraire, il faut que la société se remette en question. Et c'est bien, effectivement, qu'il y ait quelque part du turnover parce que ça permet aux entreprises de réfléchir à pourquoi, effectivement, certains talents ne restent pas et de moderniser leurs outils. C'est important aujourd'hui si on veut rester compétitif et avoir une bonne e-réputation également. C'est-à-dire que la réputation aujourd'hui sur Google, elle est facile à faire. Hein. Il y a des avis, des employés qui vont dire « cette boîte, elle est complètement has-been » et ça va vite savoir. Et pour recruter, ça va être compliqué. Donc les outils sont importants à mettre en place et vous êtes les premiers, effectivement, vecteurs à transposer ça comme une nécessité. Et pour répondre plus directement à la question, je répète, ce soir, vous allez télécharger une licence gratuite chez UiPath et vous allez apprendre à monter un robot en quelques heures. Ou bien vous allez, pareil, chez le site... Vous allez sur Use, hein, faites getuse.com, hein, un petit peu de pub. Getuse.com, vous allez sur ressources, vous inscrivez à un séminaire. Ça prend 1 heure, c'est en webinaire, donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez le faire tranquillement en petit déjeunant si vous voulez. Généralement, c'est le matin ou en début d'après-midi, après le sport, par exemple. Et vous vous assistez pendant 1 heure et vous allez comprendre effectivement tout ce que ça permet de faire. Là, l'idée, ce soir, c'est pas de vous vendre l'outil, hein, mais c'est de vous permettre de vous projeter et après d'aller un petit peu plus loin et de comprendre les mécanismes, effectivement, comment ça s'intègre dans l'entreprise, ce que ça apporte si je suis effectivement dans les fonctions finance, même si je suis utilisateur, hein, même si je ne suis pas dans une fonction finance, le fait d'avoir ma facture, de la valider ou mon document de le valider en un clic, de ne pas avoir la pile sur le bureau, à plus savoir où je l'ai mis, ou l'avoir perdu, ou la femme de ménage m'a tout défait au niveau de mes dossiers. Là, tout est rangé informatiquement, donc je ne peux pas passer à côté. Et je suis rapide dans la validation et je peux suivre mes litiges aussi. Ça, c'est important. Et collaborer. Ce qu'on a instauré également et qui est nouveau, c'est la collaboration en temps réel. Aujourd'hui, si j'ai un problème sur une facture, un document, je vais pouvoir pinguer quelqu'un, je vais pouvoir lui mettre le petit arrobas, il va recevoir l'information comme quoi on lui pose une question, il va pouvoir répondre dans le chat directement. Avant, il fallait prendre le téléphone, il fallait envoyer un email. L'email était noyé dans la masse d'emails qu'on reçoit et on n'obtenait pas la réponse. Là, on a un suivi temps réel et c'est collaboratif. Et ça, c'est nouveau parce que c'est digitalement collaboratif. Après, il y a plein de MOOC qui existent. C'est comme pour tout. Hein. Et puis, même sur le low-code, no-code, on peut démarrer très facilement, mais on peut aussi prendre des formations payantes qui durent 3 mois, 6 mois chez des spécialistes du low-code, no-code. Hein. Donc, après, ça dépend de votre intérêt pour le sujet. Et puis, il y a plein de vidéos YouTube aussi. Si vous allez sur YouTube, vous tapez les mots, effectivement. Il y a des conférences très intéressantes, il y a des petites vidéos courtes. J'en regardais une avant de venir dans le train sur l'intelligence artificielle, ça durait 4 minutes 50. Donc 4 minutes 50, déjà, vous pouvez avoir des notions. C'était à peu près correct, hein, c'était pas trop mal. Et ça veut dire qu'en quelques minutes, effectivement, vous êtes capable de vous illustrer de toutes ces notions-là, de vous imprégner, je voulais dire, de toutes ces notions-là. Et c'est important de faire cette démarche-là, effectivement, et de montrer que vous êtes intéressé à ces outils-là, à ces technologies-là et à ces termes-là, surtout. En entretien, c'est plutôt pas mal. Et puis... Donc, surtout, ne pas croire que l'IA, c'est compliqué, parce que rien que le mot... donc, vous pouvez vraiment vous y mettre et puis l'utiliser tous les jours. Hein. Question ? Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir enfin passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Oui. Oui. Question que j'adore. Je peux répondre sur ma partie, sur l'automatisation. Je te laisse répondre après, Armand. Sur notre partie, on est en cloud. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à installer. Et ça va soulager justement toutes les directions informatiques. Donc on parle de soulager les directions financières en automatisant certaines choses. Pour la direction informatique, elle a plus ces soucis de mettre un serveur en place, de réfléchir à la sécurité, de mettre du développement, etc. Puisque tout est prêt
On se connecte avec un navigateur, on accède au service, comme vous le faites avec les applications que vous installez sur le téléphone. Donc aujourd'hui, cette partie sécurité, elle est gérée par nous, par exemple. Donc en général, la plupart des applications aujourd'hui, elles sont dans le cloud, elles sont hébergées, la sécurité est gérée par l'éditeur. Donc ça, c'est déjà cloisonné, ça permet effectivement à l'entreprise de se dédouaner, en tout cas, de cet aspect-là. Et puis après, la mise en service, elle est rapide, puisque à partir du moment où vous prenez un abonnement, puisque finalement c'est sous forme d'abonnement, vous accédez directement au service. Donc il n'y a plus cette problématique sécurité-là, en tout cas côté use et outils de dématérialisation ou d'automatisation qu'on propose, sauf certains éditeurs qui proposent encore du on-premise. Il existe encore sur certains secteurs du big data qui doit être hébergé en local pour certaines fonctions. Je vais laisser la main à Armand qui doit certainement peut-être pouvoir en parler. Mais là, on est sur du on-premise, on est sur des grosses choses. Mais même ça, c'est en train d'évoluer vers du cloud. Parce qu'on arrive maintenant, avec les débits qu'il y a et la possibilité d'avoir des flux quand même assez temps réel, on est capable de pouvoir absorber ces charges-là. Moi, je répondrai plus largement. Il n'y a pas une entreprise qui ne cherche pas à se digitaliser pour supprimer le papier, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre le front office, le back office, les activités externalisées ou mises en sorte de services partagés. Et tout ça, ça peut être fait qu'à travers des outils d'automatisation, de robotisation, de dématérialisation. Et donc, il y a la grande majorité des entreprises en France, d'une certaine taille, s'y mettent. Pour les boîtes plus petites, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que ce qu'elles font, c'est qu'elles ne vont pas aller acheter des licences, elles vont plutôt aller faire du robot as a service, c'est-à-dire qu'elles vont aller acheter des heures de robot ou d'automatisation chez des partenaires externes. Et puis après, il y a la dichotomie entre les entreprises qui existent depuis quelques années et les nouvelles. Prenons les banques. Les banques, elles ont des gros outils informatiques qui leur a coûté des milliards. Donc ils ne peuvent pas les mettre à la poubelle pour tout automatiser. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils créent entre ces différentes applications, ils mettent des robots, RPA et autres, pour que les outils se parlent entre eux. En revanche, les néobanques, les startups, elles démarrent de zéro. Donc tout est automatisé dès le début. Donc elles ne se posent même pas la question. Donc que ce soit une petite, une start-up ou une grosse, tout le monde se met à l'automatisation. Mais le chiffre il est environ de... C'est 70%. 70% des entreprises ont vraiment démarré. Donc certains sont dans le balbutiement. 100% balbutient. 70% ont vraiment démarré. Mais pour aller plus loin, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir les compétences, il faut avoir des sous, parce que ça coûte cher. En fait, si on ne saurait, par exemple, pour les robots, il y a peut-être 15% des entreprises, même les plus grosses en France et au niveau international, qui ont vraiment industrialisé les robots chez eux. Donc, pour dire que c'est pas si simple que ça, pour toutes les raisons qu'on a citées. Alors donc, les raisons, il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément citées, c'est le fait que ce sont des outils informatiques et donc certains du business, de la finance ont voulu démarrer sans parler avec l'informatique, ils se sont fait tomber dessus pour des raisons de sécurité, etc. Après, ça coûte. Tout à l'heure, j'ai aussi dit qu'il n'y a pas vraiment de retour sur investissement financier, puisque les gens sont toujours là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui coûte dans les entreprises? Malheureusement, c'est nous. À 70-80%, c'est les effectifs. Donc, si les effectifs sont toujours là, on ne peut pas avoir de réduction de coûts. En revanche, si on revoit nos fonctions, nos processus en amont avant d'automatiser, eh bien là, on peut gagner 20-30% de coûts. Mais ce n'est pas en mettant des robots, c'est éventuellement en évitant les robots, parce qu'on a revu le processus en amont. Donc voilà. Mais là, tout le monde s'y met, mais ce n'est pas facile de scaler up, comme on dit en anglais, d'industrialiser tout ça, parce que ça demande des compétences et tout ce que j'ai dit. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui. Voilà. Merci. Autre question? De toute façon, on est là... Ah, pardon.
Allô, ouais. Donc je travaille pour un grand groupe bancaire français et justement, quand vous parliez de cloud, je vois exactement quelle est la problématique derrière, parce que typiquement les politiques bancaires sont plus ou moins favorables à l'externalisation de données sensibles dans le cloud, pour tout un tas de raisons. Ce qui m'intéresse surtout, c'était cette histoire quand vous avez parlé des 50-60 ans. Donc typiquement, effectivement, même si on est jeune et éventuellement jeune talent et qu'on a une expertise sur certains outils et qu'on veut proposer à la direction financière en fait, de les accepter, clairement, ce que je vois, c'est que la plupart des DAF, 50, 60 ans, sont opposés à tout ce qu'on va appeler conduite du changement. D'autant plus que, comme vous l'avez dit à juste titre, l'avantage financier ou l'économie financière qu'on en retirait, alors je ne vais pas forcément dire comme vous qu'elle n'existe pas, mais en tout cas elle est difficilement mesurable, pour être poli. Comment justement convaincre les directions financières en dehors de l'avantage RH que vous évoquiez au tout début? Alors, effectivement, alors, je vais faire plusieurs réponses. Vas-y, j'en ai aussi. En fait, il faut plutôt parler de ROI qualitatif, parce que le pur quantitatif, il n'est pas évident. En revanche, quand on parle de non-qualité, quand on parle de compliance, de conformité aux réglementations, parce que s'il n'est pas conforme, on se fait taper dessus, on se prend les amendes. Donc, et ça, effectivement, on ne sait pas le quantifier, mais il faut le prendre en compte quand on veut proposer donc, tous ces projets. Et toutes les banques, de toute façon, s'y mettent. Elles ont toutes des labs, des centres d'expertise très sophistiqués. J'en connais certains. Ils sont tout à fait à la pointe. Alors, ce que je vais aussi rajouter, mais bon, peut-être que tu l'as vu, ce que j'ai dit en matière de ROI quantitatif, c'est vrai en moyenne. En revanche, les banques et les assurances, où il y a des armées de personnes qui font la même chose, eh bien là, quand vous mettez bout à bout des morceaux, eh bien vous arrivez forcément à des personnes. C'est pour ça qu'il peut y avoir des départs en quantité, soit des départs en quantité, soit des non-remplacements de personnes qui partent à la retraite. Voilà. Donc c'est plus difficile. Après, tout dépend de où on se place, mais c'est dans les banques et les assurances, il y a eu quand même plus de départs. En revanche, dans une entreprise standard, il n'y a pratiquement pas de départ quand on met en place de l'automatisation. Est-ce que ça répond Je peux rajouter quelque chose aussi. Alors, ce n'est pas qu'une question d'âge, mais c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants jeunes qui ne veulent pas changer, qui veulent rester, par exemple, sur le papier. Malheureusement, c'est une question de culture. Alors, évidemment, proportionnellement, il y a plus de gens de 50-60 ans qui vont être réticents. Mais voilà, il faut avoir en tête que ce n'est pas toujours l'âge. Malheureusement, des fois, on a des mauvaises surprises. Cependant, je parlais tout à l'heure de factures électroniques qui arrivaient. Comment convaincre un DAF? Il faut avoir les outils pour traiter les factures électroniques qui vont arriver en 2024. Parce qu'il faudra informer l'État du statut de traitement de la facture. Est-ce qu'elle est en cours de traitement? Est-ce qu'elle est en litige? Est-ce qu'elle est en cours de paiement? Est-ce qu'elle est payée? Et ça, il faudra le faire en temps réel. Donc il faudra des outils pour le faire quand on a notamment un gros volume de factures. Donc il n'y a pas le choix que de s'équiper maintenant. Parce qu'en 2024, ce sera trop tard. Déjà, tout le monde va vouloir s'y mettre. Donc les éditeurs, en général, commencent à être pris un petit peu de cours ou d'assaut. Donc déjà, rien que ça, c'est une première motivation. Se moderniser, répondre aux exigences de l'État, de l'administration. De plus, le fait de mettre ce type d'outils-là en place pour répondre aux exigences de l'administration, ça va nécessiter également de se dire qu'est-ce qu'on fait de la donnée? J'ai de la donnée, je veux qu'elle soit pertinente, je vais m'équiper également d'autres outils. Autant collecter cette donnée pour en faire du BI, autant collecter cette donnée pour en faire de la gestion, de la prévision. Donc ça va permettre de donner effectivement du grain au moulin et de donner effectivement des motivations à ces DAF. Pourquoi pas également les inviter dans des réunions? Voilà, on en organiserait régulièrement, Armand aussi, ça fait plusieurs réunions, plusieurs webinaires et séminaires qu'on fait ensemble. Invitez-les, demandez-leur de se connecter, regardez une vidéo, 20-30 minutes. Et quant au ROI, il est difficilement mesurable effectivement, mais les gains de productivité qu'on obtient sont indirectement des ROI. C'est-à-dire qu'on ne tranche pas dans la masse salariale, on ne va pas licencier forcément des gens, peut-être qu'on ne va pas recruter. On avait prévu de recruter parce que la charge de travail est trop grosse, mais on va pouvoir l'absorber avec les effectifs qu'on a. Donc ça, c'est bien quand même pour les sociétés parce que c'est compétitif. Et éventuellement, on évite de recruter, mais par contre, si Mireille part à la retraite et que Mireille elle avait un poste important, il faudra bien la remplacer quand même. Donc peut-être qu'on n'embauchera pas, mais qu'on remplacera en tout cas les départs. Et là-dedans, même chose, combien coûtait
coût d'un traitement papier, le temps qu'un humain passe à traiter un document, versus le temps informatique où ça va prendre 1 seconde. Ça va arriver directement au bon destinataire. Donc ça, c'est un coût humain qui peut chiffrer. Il y a des études qui existent. Le coût de traitement d'un papier, c'est entre 9 et 20 euros du document en fonction de l'entreprise et selon les sources. Donc ça veut dire que quand vous êtes sur une facture numérique, ça vous revient en général entre 1 et 2 euros de la facture. Donc déjà, rien que ce ratio-là, même si on se base sur l'étude la plus intéressante pour le DAF qui est à 9 euros, ça fait 8 euros d'économie par facture. Donc ça, on peut quand même le mettre en avant. Voilà. Et après, il y a plein d'outils qui permettent de calculer ce ROI, mais c'est du confort de travail, c'est du gain de productivité et c'est du temps humain passé à autre chose. C'est comme ça qu'il faut le valoriser. Micro caché, ah oui. Je voulais rebondir sur le gain de productivité. Est-ce que vous êtes arrivé à le mesurer? Si oui, comment? Ouais. Oui, on l'a. Alors, côté use, et je te laisse répondre après. Les financiers font dire ce qu'ils veulent aux chiffres. C'est vrai, c'est pas faux. Maintenant, c'est vrai, hein, si c'est bien monté, normalement, ça doit passer. Nous, on parle de 80% de gain de productivité. Pourquoi? Parce que sans paramétrage, lorsqu'une facture va arriver, l'outil va être capable de récupérer 80% de l'information. Le montant, la date de facture, la date d'échéance, la valeur, etc. Et l'humain va mettre la première fois le code du fournisseur, par exemple, et le compte comptable à signer. Donc, ce qui veut dire que 80% des valeurs que je renseignais vont être faites par l'outil. Donc, je gagne 80% de temps. Alors, c'est absolu, parce que ça ne dit pas si c'est 1 minute ou 30 secondes, mais je gagne en tout cas 80% de temps. Donc, si vous mesurez combien ça me prend de traiter une facture manuellement, c'est-à-dire l'avoir sous la main, la saisir dans le RP, ce temps-là, je divise, j'enlève 80% de ce temps. Et après, quand j'ai mis le fournisseur et le compte comptable et que j'ai fait le machine learning, c'est-à-dire que l'outil a appris et me restitue, là, je gagne 100% sur les factures complètement automatisées. Alors, on ne va pas se leurrer, on n'automatise pas 100% des factures. Encore une fois, l'humain reste nécessaire parce qu'il y a certaines spécificités. Si je catégorise de l'immobilisation alors que c'est de la charge d'habitude, ou inversement, j'ai certains profils d'investissement que je vais mettre dans un code qui est différent, dans un journal qui est différent, l'outil va peut-être pas savoir. Donc là, je vais être utile et je vais compléter ces 20% de temps restant ou de 20% de factures non automatisées. Nous, on parle de 80%, mais c'est un chiffre, c'est une valeur. Ça ne dit pas le nombre, la variable derrière, mais ça permet de quantifier. Moi, je vais répondre autrement. Si on automatise, si on s'avance dans ces outils pour du ROI quantitatif, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est la mauvaise voie. Donc ça, c'est la sagesse. Après, il est clair que sur des activités très chronophages, on peut créer un petit robot, on va gagner 80%, mais ce sera sur une activité. Et un des gros soucis, c'est que, OK, on sait créer un ROI sur une fonction, une activité, mais après, on ne sait pas en trouver plus. Et donc, quand vous allez voir votre patron en disant « ça y est, j'ai créé un petit robot RPA et j'ai réduit le temps de travail de 90%, c'est sûrement vrai. Mais tu ne pourras pas en trouver d'autres. Et c'est pour ça que au moins 50% des projets d'automatisation tombent à l'eau ou ralentissent parce qu'on n'arrive pas à trouver de gains dans la durée. On peut en trouver au début, c'est comme ça qu'on vend le départ, mais si on le vend trop, le départ, on va s'arrêter rapidement. Donc il faut faire attention et il faut parler encore une fois, de conformité aux réglementations, donc la compliance, d'intérêt du job, de nouveaux profils, de toutes ces choses qui ne sont pas vraiment quantitatives avant de parler de pur quantitatif. Et j'irai même plus loin, les directeurs financiers qui ont une vraie vision, ils disent peu importe ce que ça va me coûter, mais il faut que j'y passe parce que tout le monde va s'y mettre. Si je ne le fais pas, je serai en retard par rapport à la concurrence. Donc en fait, il ne regarde même pas les coûts, il met un budget de côté pour le faire. Voilà. Et donc, alors, ce que je recommanderais aussi, c'est de parler avec ses pairs, parce qu'on croit tous que son voisin fait beaucoup mieux, mais en fait, on en est tous là. Et donc, il faut vraiment... l'automatisation, c'est pas une baguette magique qui va vous faire gagner plein de choses,
en tout cas financièrement. Hein. Donc, et ça, écoutez-nous, vous pouvez nous écouter nous, mais aussi il faut écouter vos voisins, vos pairs, et ils vous raconteront la même chose. Je rejoins juste Armand sur le point où c'est pas quantifiable. Je fais une analogie avec Instagram, par exemple, ou les réseaux. Quand vous mettez des stories de votre société, quand vous mettez des TikTok, quand vous postez sur LinkedIn, vous savez pas ce que ça vous rapporte derrière. Vous savez pas si la personne qui a vu votre post ou qui a vu votre vidéo va acheter derrière, ça déclenche un acte d'achat par rapport à ça. Mais si vous le faites pas, vous savez ce que vous allez perdre. Enfin, disons que quand vous allez le mettre en place, vous allez mesurer, mais à plus ou moins longue échéance. C'est-à-dire que vous allez voir les profits augmenter, logiquement, s'il y a plus d'audience. Et ça, vous allez mesurer après coup. Donc, effectivement, comme dit Armand, ça ne se mesure pas tout de suite, malheureusement. Et d'ailleurs, sous forme de boutade, il y a une dizaine d'années, quand la RP a vraiment démarré, on a tous, nous financiers, on a tous reçu des appels de consultants, de fournisseurs qui disaient « On va remplacer 80% de vos effectifs par des robots. » 80% des personnes physiques. Okay. Et comme on a essayé de vous l'expliquer, ce n'est pas le cas. Et donc les consultants ou les fournisseurs sont revenus quelques mois, quelques années après, en disant non, en fait, ce n'est pas personne physique qu'on voulait dire, c'est équivalent temps plein. Hein. Donc là, c'est peut-être plus facile parce que quand on met bout à bout deux moitiés de personnes, ça fait une personne. Okay. Donc c'est 80% des ETP. Et toujours pas possible. Parce que les gens sont toujours là. OK, on supprime 15% de leurs tâches, mais 15%, ils vont aller prendre et discuter avec leurs voisins, fumer une cigarette, etc. Mais ils seront toujours là, fidèles au poste. Donc, et ça, on s'en est rendu compte. C'est pour ça que maintenant, quand vous regardez les brochures des fournisseurs, des consultants, ils vous disent pas on va réduire vos effectifs ou vos ETP de temps, ils vous disent on va rendre au business un certain nombre d'heures. C'est-à-dire qu'ils calculent combien le robot fait gagner d'heures, parce qu'on sait faire. Hein, un robot, il va 10 fois plus vite, par exemple, il va 20 fois plus vite qu'une personne. Hein, on sait faire le calcul, c'est très facile. Ça peut s'auditer d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc on peut calculer le nombre d'heures qu'on rend au business. C'est comme ça qu'on dit. Mais, donc ça, c'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, parfois, comme on n'arrive pas à trouver des heures, on met des minutes. Bon. Mais clairement, quand on a des heures et qu'on divise le nombre d'heures par 24 heures, etc., on trouve des jours, on divise par 250, parce qu'il y a 250 jours de travail dans l'année, et bien on a l'impression de trouver des personnes, mais ce n'est pas ça. On rend des heures au business, mais on ne supprime pas les postes. Voilà. Donc, et c'est marrant parce qu'on a vu cette évolution sur quelques années, personnes, physique, ETP, et maintenant des heures. Voilà. Encore une fois, il y a des problèmes de recrutement. Donc l'idée, c'est pas de supprimer des postes, c'est d'en trouver. Donc les outils participent à ces créations de postes, en tout cas. Et en fait, des postes, on en crée parce que ce sont des nouveaux postes, data scientists, data engineers, des informaticiens. Des administrateurs des solutions. Donc, et puis, il y a des... Vous ne pouvez pas savoir, une fois qu'on commence, et c'est aussi la beauté, c'est que ça ouvre l'imagination, tous ces outils. Et la beauté de la chose, c'est que non seulement ça améliore la qualité du travail qu'on fait, ça donne du retour sur investissement quantitatif, mais surtout qualitatif. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que ça nous fait repenser complètement les business models. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus à passer des jours et des jours à faire une certaine chose, ça prend qu'une seconde, eh bien on revoit complètement la façon dont une entreprise peut fonctionner. C'est comme ça qu'on a vu arriver les Uber et les autres, parce qu'en fait, on revoit complètement les business models. Voilà. Non, vas-y. Non, mais c'est... Non, parce que... Ce problème, parce que j'ai eu la chance de faire le contrôle de gestion IT pendant le processus de transformation d'une grande boîte, dont l'ambition, c'était de faire une numérisation, de passer à la numérique complète. Ouais. Donc, dans la facture, juste tout, à la compliance tout court.
belle ambition, mais très cher. Et voilà, remplissement de projet et toutes ces problématiques. Alors, attention, oui. je termine là. Oui. Bon, sur la base de mon expérience, donc, je demande à vous, voilà, c'est à vous de l'innovateur, le rôle de l'auditeur interne, surtout, et aussi de l'auditeur externe. Si on arrive à une automatisation complète, et voilà, le changement de business model, et voilà, un changement complet de comment est l'organisation d'une boîte. Alors ça, merci, c'est un sujet que j'aime bien. Non, mais en fait, plusieurs choses. Voilà. Alors, par rapport à l'audit interne et externe, et donc tout à l'heure je l'ai un peu dit, mais j'aurais pu lire dans l'autre table ronde, donc on n'audite plus sur des échantillons, mais sur l'ensemble. Okay, donc normalement, il y a plus de contrôle, hein, il y a plus de gouvernance parce qu'on a pu revoir l'ensemble des transactions. Okay, première chose. Deuxième chose, quand on automatise, on utilise des outils qui sont basés, donc d'IA par exemple, surtout d'IA, qui sont basés sur les probabilités. C'est-à-dire que on fait tourner la machine, hein, et la machine dit le résultat, c'est ça. Et donc nous, on a vu, c'est ça. Mais ce que la machine a dit aussi, c'est avec une probabilité de 90, 95 ou 99%, ok, première chose, et en utilisant tel ou tel paramètre comme étant le paramètre, le driver de la décision. Ce qui veut dire qu'on peut faire dire à ces algorithmes, qui sont parfois pas éthiques, ce qu'on veut. Okay, ce qui veut dire aussi qu'il faut auditer les algorithmes, mais ce qui veut aussi dire, et là je vais aller encore plus loin, c'est que on a toujours tendance à faire trop confiance aux robots et à l'automatisation. Et donc, quand, par exemple, dans le cas de la démat, et c'est moins le cas maintenant, donc vous mettiez la facture, et puis l'outil pensait reconnaître, et donc il vous dit, bon c'est ça, donc ok, on la passe en compta. Parfois, il dit, ah oula, ça je ne la reconnais pas, je ne suis pas tellement sûr, ça ne correspond pas tellement à ce que j'ai appris dans ce que vous m'avez appris, donc c'est la machine qui parle à l'homme, hein. Et donc, mais voilà ce que je propose comme résultat à 99%, 95%. Et l'homme, étant feignant, par définition, il dit, oh là là, la machine me propose ça, donc ça veut dire c'est bon, je valide. Okay, et ce qui veut dire que maintenant, on se rend compte qu'on laisse passer des doubles paiements, etc., parce qu'on fait trop confiance aux robots. Et j'espère que ça rejoint ce que vous dites. Et puis, je vais continuer, parce que derrière, il y a une application. C'est que les auditeurs internes, mais surtout externes, on les paye. Et donc, quand le directeur financier va voir son auditeur externe, il lui dit, bon, tout est automatisé, donc aucun problème. Donc, monsieur le commissaire aux comptes, vous allez me réduire les fees de 50% parce que tout est sous contrôle, tout est automatisé. Et l'auditeur lui dit, non, vous rigolez, là, au contraire, c'est plus compliqué, vous faites trop confiance aux robots, votre algorithme, il n'est pas forcément donc éthique, donc il va falloir qu'on l'audite. Donc maintenant, il y a la guéguerre entre les commissaires aux comptes et les directeurs financiers, et chacun dit la sienne. Voilà. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis, et comment on peut voir ça? C'est que, vous savez, en France, et à l'étranger aussi, il y a des entreprises qui viennent voir les directeurs financiers et qui disent, monsieur le directeur financier, je vais regarder tous vos paiements là, et puis si je trouve des doubles paiements que vous allez récupérer, ben, on fait moitié-moitié. Okay, hein, mais ça marchait bien, hein, ça marchait très bien. Et donc, et on s'est dit, oh, maintenant que c'est automatisé, c'est fini, ces boîtes-là, elles vont tous faire faillite. Eh ben non, ces boîtes-là, elles continuent à trouver des paiements, elles continuent à trouver des voilà. Donc l'automatisation, c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit contrôlé. Voilà. Et après, c'est à la marge, hein, parce que maintenant, c'est tellement sophistiqué. Ouais. Voilà. Et ça, tu peux l'expliquer, parce que et là, il faut pas qu'il écoute. Mais en fait, eux, ils ont
la façon dont ils vendent une partie de leur logiciel, plutôt non. Ils ont certaines de leurs applications qui ne consistent qu'à ça, c'est à mettre de la conformité dans les fonctions de l'entreprise. Donc ils ont des spécialistes chez eux qui disent qu'ils ne vendent que ça. C'est monsieur le directeur financier, achetez mon logiciel parce que je vais mettre sous contrôle vos fonctions. Je t'ai fait un peu de pub là, non? Ouais, non, en fait, non, c'est intéressant, oui, j'en ai pas parlé en plus pendant les explications. Mais il n'est pas d'accord, je crois. Attends, et après je vais préciser qu'on audite, hein, effectivement. Maintenant, on a dit, voilà, je veux mettre en conformité avec ce logiciel. Mais alors, la machine de Turing restera toujours, comment dire, quelque chose... Ce sera toujours numérique, ce sera toujours basé sur des probabilités. Voilà. Donc, ce ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais parfait. Et donc, il ne sera jamais possible de soutenir... uniquement si on met la machine avec l'homme. Parce que la machine ne va jamais remplacer l'homme. Et donc, il y aura toujours des lacunes. Ça va s'améliorer si on met l'homme avec la machine, mais ce ne sera jamais... donc, ça ne sera jamais... Non. C'est une bonne nouvelle. Non, j'explique pour ma partie, parce que Armand m'a fait de la pub. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'un outil comme Use, pour revenir à Use, ça va permettre effectivement de détecter des doublons, donc éviter les doublons de paiement. Donc c'est bien de ne pas avoir une facture payée en double. Ça va vérifier que c'est dans une bonne période comptable. Ça va vérifier que la facture elle est équilibrée au niveau de l'imputation. Donc c'est-à-dire que si la machine fait n'importe quoi, elle va dire non, j'automatise pas, je laisse l'humain contrôler et c'est l'humain qui modifie. Si l'humain fait n'importe quoi, il ne peut pas l'enregistrer. D'accord ? C'est-à-dire que s'il met une mauvaise imputation comptable, la machine vérifie. Si les taux de TVA ne correspondent pas, c'est bloqué. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un pré-contrôle. Ensuite, on va documenter les circuits de validation qui ont été mis en place, que les auditeurs le demandent. Quand vous avez enregistré cette facture, c'était quoi le circuit de validation ? Et ça, on va le documenter. L'audit qui a fait quoi sur la facture, on va le documenter aussi. Également, les fraudes. Quand on a des fraudes à la facture, on va le détecter. Une facture photoshopée, un PDF modifié, on va le détecter. Alors, toutes les fraudes, ça dépend des fraudes, si elles sont sophistiquées ou pas. Parce que... oui. Il y a plein de fraudes, hein. Le fraude au président, ces outils-là, ce sont des outils logiciels. Ouais. Par définition, le logiciel, il est traçable parce qu'il y a quand on va voir dans le logiciel, il y a les logs, où vous faites un dump de vos logs, et bien, toutes les actions du logiciel qui remplacent l'homme, elles sont traçables, tracées, et donc on sait aller voir à la milliseconde tout ce qui s'est passé. En revanche, une personne qui a fait la même chose à la main, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Donc, en fait, c'est moins traçable. C'est pas traçable, c'est moins traçable. Et donc, voilà. Donc, par définition, l'automatisation, l'IA, ça met plus de contrôle dans nos fonctions. Mais c'est pas 100%. Voilà. Vu que l'erreur est humaine et que l'intelligence artificielle calque l'intelligence, il restera quand même des erreurs à un moment donné. Hein. Donc, l'humain sera toujours en contrôle derrière également. Et l'automatisation permettra également de contrôler l'humain. C'est un duo gagnant-gagnant, quoi, en quelque sorte. Voilà, il ne faut pas voir que l'un remplace l'autre complètement. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci à tous.